Bonsoir à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes sur RCF Vendée. Ce week-end auront lieu les traditionnelles journées du patrimoine. Une opération qui dure déjà depuis 31 éditions, ça sera la 32e ce week-end. Ça a lieu chaque année le 3e week-end de septembre. Des journées du patrimoine toujours très prisées par les Français. De nombreux sites enregistrent des records de fréquentation, surtout pour ceux qui ne sont jamais ouverts durant l'année. Dans les Pays de la Loire, vous pouvez retrouver toute la liste des sites ouverts au public durant ces journées du patrimoine sur le site internet de la DRAC des Pays de la Loire, qui a aussi édité un petit livret avec toute cette liste dans la région, découpé par département. Voilà, donc un livret très très bien fait avec des légendes qui vous dit ce qui ouvre pour la première fois aux journées du patrimoine, ce qui ouvre seulement pour ces journées. Voilà, donc il y a plein de choses à découvrir, à télécharger sur le site de la DRAC des Pays de la Loire. Et puis comme chaque année, ces journées du patrimoine ont un thème, et cette année c'est le patrimoine du 21e siècle qui a été choisi. Alors le 21e siècle que nous vivons actuellement produit donc des œuvres du patrimoine. Voilà, qu'est-ce qui dans ces récentes productions fera partie du patrimoine? Voilà, on a beaucoup de questions à poser à nos invités ce soir que je vous présente tout de suite. Tout d'abord, Christophe Vital, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conservateur en chef des musées de Vendée. Avec nous aussi autour de cette table, William Chevillon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médiateur culturel du côté de la ville de La Roche-sur-Yon de préférence. Voilà, peut-être commençons par le début. Les journées du patrimoine, le thème c'est le patrimoine du 21e siècle, on le disait tout à l'heure dans le journal. Christophe Vital, ça serait l'historial, le monument phare du 21e siècle en Vendée. Je ne sais pas, mais enfin c'est vrai que l'historial fait partie effectivement de ce patrimoine puisqu'il a été construit au tout début du 21e siècle et ouvert au public en 2006. Je pense qu'il a quelques caractéristiques qu'on retiendra dans cette période du début du 21e siècle, ne serait-ce que la présence du végétal, par exemple. La toiture végétale, bon, c'est quelque chose d'important, et cette végétalisation de l'architecture, c'est certainement une tendance qui va être une tendance lourde et qu'on va retrouver encore beaucoup dans les... Qu'on retrouve encore même au musée du Quai Branly qui était Branly, donc c'est effectivement cette approche du développement durable, etc. Donc ça, je pense que c'est effectivement un trait caractéristique. Donc l'historial, c'était cette envie finalement d'avoir un bâtiment qui est grand parce qu'il fait 8000 mètres carrés, mais qui soit véritablement intégré dans son environnement. Et aussi un bâtiment fonctionnel. Je crois que l'aspect fonctionnel n'est pas à délaisser. Hein. Une réussite architecturale, c'est aussi l'usage que l'on peut faire de tel ou tel bâtiment. Mais si l'on va au-delà, après, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce que deviendra ou qu'est-ce qu'on pourra reconnaître comme patrimoine du 21e siècle. Mais je pense que dans le domaine technologique, je pense aux éoliennes, par exemple, peut-être effectivement qu'on considérera un jour qu'il faudra classer monument historique des éoliennes, hein, parce qu'elles seront représentatives d'une époque. William Chevillon, est-ce que vous partagez cet avis tout d'abord sur l'historial, vraiment chef-d'œuvre du patrimoine du 21e siècle, et aussi sur l'idée de Christophe Vital sur les éoliennes? Alors, l'historial de la Vendée est d'autant plus, je pense, un élément patrimonial majeur au XXe siècle dans le département. C'est tout simplement parce que l'on structure enfin une connaissance de l'histoire au niveau du département avec une muséographie globale sur un seul lieu, ce qui auparavant n'existait pas. Il y a quand même eu l'écomusée du Puy du Fou, quelques musées archéologiques dans le département, donc une centralisation des collections et un accès pour tous. C'est un élément majeur, un acte culturel. Ça, c'est novateur au XXIe siècle de oui, faire c'est je pense, le principal acte culturel dans le département depuis très longtemps. Ensuite, on a eu certes le Vendée Espace à Mouilleron-le-Captif, qui est également une œuvre architecturale de Paul Chemetov, mais cette idée de centralisation culturelle va naître dans le département de manière quand même très récente. Oui. Est-ce que la fonction d'un lieu, c'est très important pour dire si ça fait partie du patrimoine ? Je ne crois pas forcément. Je pense qu'on a une vision, si vous voulez, pendant longtemps en France, qui est une vision très académique du patrimoine. Donc patrimoine égale culture. Non, vous pouvez très bien, d'ailleurs, aujourd'hui, on reconnaît de manière maintenant peut-être encore assez récente, mais le patrimoine industriel, le Corbusier est aujourd'hui patrimoine, etc. Donc les cités ouvrières. Donc les éoliennes, pour vous, ça sera
peut-être du patrimoine. J'en suis persuadé, bien sûr. C'est encore décrié actuellement. Bien sûr, mais comme bon, le toute sont œuvre d'art, les ponts. décriée. Enfin, le viaduc de Millau, par exemple, il n'est pas chez nous, mais il est évident qu'il va rentrer dans le patrimoine. C'est très clair. C'est aussi les prouesses technologiques. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse dire, quels sont les critères pour qu'on puisse dire, ça c'est une œuvre qui rentrera dans le patrimoine. Il faut que ça soit novateur, il faut qu'il y ait une... Il n'y a pas forcément de critères. Je pense que déjà, il suffit de voir comment une réalisation architecturale peut influencer d'autres réalisations qui vont se succéder. On a la passerelle de La Roche-sur-Yon, qui est une œuvre majeure sur le territoire de la ville, qui va tout à fait influencer quelques années plus tard la résie qu'on va trouver sur le collège Édouard Herriot réalisé par le Conseil général. Donc je pense qu'un élément comme celui-ci, parce qu'il influence, peut déjà être considéré comme patrimoine. Et après, je pense qu'il faut voir les choses dans un style plus global. Et c'est vrai qu'en 2015, sur l'ensemble du XXIe siècle, on ne peut pas vraiment juger. Alors, vous nous avez parlé de la passerelle rouge de La Roche-sur-Yon. Voilà, Christophe Vital nous évoquait les éoliennes. On parlait aussi des ponts. Est-ce qu'il y a d'autres ouvrages majeurs là, du XXIe siècle qu'on connaît moins ? Je pense par exemple à des bâtiments qu'on va trouver dans les petites communes, par exemple la mairie de la Gaubretière qui a été restaurée de manière assez récente finalement. On a une structure totalement contemporaine réalisée par un cabinet de La Roche-sur-Yon. Là, c'est un exemple tout à fait significatif de ce qui peut se faire, au même titre que la Tour des Arts aux Herbiers, qui va avoir une forme assez élancée, un petit peu en écho à ce qu'étaient les clochers d'église bien avant. C'est ce que disent les architectes en tout cas. Ah, donc les herbiers et puis les herbiers, la Gaubretière, on peut tout à fait parler des halles de La Roche-sur-Yon qui sont actuellement une adaptation 2001-2002 d'un élément architectural de la fin du XXe siècle. Et voilà par exemple, moi ce qui me vient à l'esprit. Après toutes les problématiques de restructuration urbaine qu'on a dans les quartiers nord de La Roche-sur-Yon, par exemple, engendre une réflexion autour du patrimoine, dans le sens où on va justement créer des structures contemporaines sur des choses qui existaient déjà. Donc il y a tout ce travail d'adaptation urbaine qui n'existait pas forcément de manière aussi aboutie avant, et qui va faire sens en ceci que dans quelques années, on pourra le considérer comme un travail patrimonial. Christophe Vital, vous partagez Oui, tout à fait. Et puis après, il y a peut-être aussi dans l'architecture privée, voilà, des maisons d'habitation. Il y a des maisons d'architectes, par exemple, qui seront certainement reconnues un jour comme des éléments du patrimoine. Donc, mais c'est vrai malheureusement, on n'a pas été dans une période pour l'instant de grande création. Il faut être clair. C'est peut-être la crise économique qui... Pas forcément. Mais bon, il y a des périodes comme ça. Mais cela dit, voilà, il y aura forcément des choses. Et puis on est au tout début du XXIe siècle. Il ne faut pas le Oui, ça fait juste 15 ans. Oui. C'était d'ailleurs un peu le défi, nous donner ce thème cette année. Ouais, et puis je pense qu'on peut également se poser la question de la manière dont on crée. On a beaucoup de lotissements, beaucoup d'immeubles contemporains où la maîtrise d'œuvre est assurée vraiment à bas coût. Et là, il y a une réelle question qui se pose, c'est-à-dire que on a des éléments architecturaux du 17e, 18e, 19e qui vont subsister parce qu'ils ont été bien construits. Est-ce que les normes de construction tirées sur les coûts qu'on a actuellement vont permettre à ces bâtiments de subsister? Là, c'est moins sûr. Ça, c'est une question pour l'avenir. On va y revenir. Je vais en revenir pour l'instant à l'historial de la Vendée, qui reste donc, on va dire, un peu le monument phare du 21e siècle en Vendée. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur l'historial, Christophe Vital ? Eh bien, l'historial, tout d'abord, je pense que si on l'inscrit dans un mouvement national, il est quasiment pionnier. C'est-à-dire que le monde des musées en France, c'est un monde de réhabilitation. On a, pendant des décennies, des générations, fait des musées dans le patrimoine. C'est la gare d'Orsay, c'est évidemment le Louvre, Versailles, etc. Et c'est vrai que l'historial ouvre une période qui maintenant, voilà, ces dernières années, c'est le Mucem, c'est Metz, c'est Lens, c'est Marseille c'est Lyon, pardon, avec la Confluence, etc. Et donc nous, on a ouvert pratiquement au même moment qu'Quai Branly, qui était justement le début de cette ère nouvelle qui fait qu'on considère aujourd'hui que le musée doit être fonctionnel et que le bâtiment que l'on construit doit répondre à son usage. Et par conséquent, c'est ça la grande nouveauté de l'historial, c'est qu'il y a eu un programme fonctionnel des besoins
très très précis et rigoureux qui nous permet aujourd'hui de disposer d'un musée extrêmement pratique, en même temps qu'il est, comme je le disais, très intégré. Et donc ça, c'est important. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a eu 2 concours, puisque le premier concours européen d'architecture n'avait pas donné, si vous voulez, les résultats escomptés, parce qu'on n'y trouvait pas, si vous voulez, la fonctionnalité qu'on attendait. Donc on était obligé d'en relancer un deuxième. Et donc ça, c'est vrai, c'est très important. Il faut bien que vos auditeurs comprennent aussi, quand on construit un bâtiment comme ça, le travail de programmiste, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse élaborer véritablement tous les besoins en espace, en répartition des espaces, comment on va gérer les flux du public, etc. Tout ça, c'est extrêmement important, et plus on est précis, plus on arrive à un résultat intéressant, alors que lorsqu'un programme n'est pas précis, on arrive quelquefois à des résultats qui sont catastrophiques, on râle après les architectes, mais ce ne sont pas les architectes qui sont responsables, c'est le client. Est-ce qu'on peut y mettre là-dedans, dans ce dont on parle, la notion du beau? Voilà. Est-ce que un monument du patrimoine doit forcément être beau, ou est-ce que c'est trop subjectif, la beauté, c'est la vie de chacun? William Chevillon. Je prends un exemple tout bête, c'est le style Art Nouveau au début du XXe siècle. Certains parlaient de ce style pour dire l'art nouille, donc de manière extrêmement péjorative. On trouvait ça trop moderne, pas vraiment extraordinaire, alors que maintenant c'est un style architectural que l'on recherche et que l'on cherche au maximum à valoriser parce qu'il a fait date. Est-ce que nous sommes les mieux placés actuellement pour juger sur le beau? Là on a l'exemple qui nous prouverait que forcément non. Donc c'est vrai que parler de beau serait complètement subjectif parce qu'on est très sensible au mode, d'autant plus avec les nouvelles technologies. Donc il ne faudrait pas en parler même dans l'émission. Je pense non, mais on peut regarder, avant de chercher ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, faire une classification comme ça, on peut peut-être déjà chercher qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui nous marque réellement. Le bâtiment, l'œuvre architecturale est réellement signifiante à partir du moment où elle nous touche. Et je pense que c'est peut-être sur ce biais-là qu'il faut le prendre. Voilà, c'est donc ça le critère essentiel de ce qui va rester dans le patrimoine du XXIe siècle pour les générations futures. C'est qu'est-ce qui touche à l'émotion, en fait. Oui, je partage totalement, bien sûr. Oui, il y a la question de la sensibilité, voilà, et de ce qu'on ressent vis-à-vis d'un bâtiment, voilà. Et donc après, les canons, si vous voulez, de l'esthétisme évoluent. Les éoliennes, c'est pas beau. Oui. Et pourtant, ça pourrait rentrer, comme vous le dites, dans le patrimoine. On pourrait dire que le viaduc de Millau, on pourrait dire que la Tour Eiffel, c'est pas beau, que ça défigure Paris. C'est ce qu'on disait au début. C'est exactement ce qu'on disait. Mais à la limite, il y a peut-être que des pylônes électriques, ça peut paraître très moche. Je considère que c'est pas beau d'ailleurs, mais peut-être que il faut pas aussi oublier le fait que de la présence du design qui est très important dans notre société. Vous avez aujourd'hui des designers qui dessinent aussi des pylônes électriques. Et donc voilà, et donc ça c'est aussi important. Donc on a effectivement des dessins, mais comme vous venez de le dire tout à l'heure, les époques changent et c'est un peu comme le corps humain, vous savez, entre la femme de Rubens et puis celle d'autres époques. Bon voilà, donc les canons esthétiques. Changent. Alors je voudrais, parce qu'on parle du 21e siècle, mais je voudrais aussi quand même englober un peu le patrimoine du 20e siècle parce qu'on est quand même en plein dedans. Ce patrimoine du 20e siècle qui répond plus vraiment maintenant aux exigences de maintenant et qu'on détruit. Alors je parle peut-être des maisons. Je disais tout à l'heure. Je sais pas moi, les bars HLM. Il y a plein d'autres exemples où tout ce qui a été construit après la guerre rapidement et qui ne correspondent plus aux exigences environnementales, de sécurité, d'accessibilité aux normes handicapées. Voilà, quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'on ne détruit pas alors qu'on ferait mieux de préserver? Est-ce qu'on détruit trop? Je suis pas sûr qu'on détruise beaucoup, tant que ça, finalement, des éléments du 20e. Peut-être que dans le domaine, par exemple, industriel, on a peut-être effectivement, là, il y a peut-être eu des choses qui ont été détruites, parce que, évidemment, avec la désindustrialisation, il y a beaucoup de bâtiments qui n'ont plus trouvé leur usage. Peut-être que là, on a pu commettre quelques erreurs. Par exemple, les mines dans le nord de la France. Oui, voilà, absolument. Ouais. Comment préserver ce patrimoine aussi on a détruit plus le 19e que le 20e, je pense. C'est ça que je pense, finalement.
En soi, les bâtiments, enfin la ville s'est toujours reconstruite sur elle-même. Ici, à La Roche-sur-Yon, on a quand même un exemple de volonté pendant longtemps de densification du centre-ville, un petit peu en méprisant dans les années 70-80 l'héritage qui était déjà là au 19e siècle. Après, en ce qui concerne le patrimoine industriel, on a un exemple tout simple dans le département, patrimoine du 20e siècle, c'est le bassin minier de Fémoro. On a eu le chevalement d'Épagne qui a été réhabilité par le département. On a eu le centre minier, évidemment. Par contre, si on va du côté de la centrale électrique de Fémoro, qui est une structure de béton des années 20, là, on est dans un site qui est complètement abandonné, laissé pour compte, alors que c'est un élément unique dans l'héritage architectural au niveau du département. Donc, on a une conscience patrimoniale qui va aller petit à petit vers les éléments industriels, immobiliers du XXe siècle. Est-ce qu'on détruit trop? Je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que dans nombre de cas, on abandonne, on oublie, et la mémoire est souvent défaillante sur ces questions-là. Il y a deux exemples encore. Hein. C'est vrai qu'il y a les blocos, par exemple. Hein. Donc, alors là, vous parliez tout à l'heure d'esthétisme. Bon, pas forcément esthétique, hein, blocos, mais c'est un élément évidemment marquant de notre histoire. Et donc, on a fait disparaître beaucoup de choses sur le mur de l'Atlantique. Là. Il y avait notamment près de la Jonchère là, une station très très importante hein, de radar qui a pratiquement aujourd'hui disparu. Et puis, je pense quand même, en vous écoutant, il y a quand même un bâtiment extraordinaire. Quand même, c'est l'usine Mathieu à Fontenay-le-Comte. Bien sûr. Alors là, on est vraiment dans quelque chose de très marquant, une architecture industrielle conçue par un grand artiste. Et là, voilà, ce bâtiment est tout à fait intéressant. Donc ça, là, un patrimoine, un signe du patrimoine du XXe siècle. Je connais pas hein, j'y suis encore jamais allé. Et qui existe toujours. Qui existe à Fontenay-le-Comte, qui est même répertorié dans l'inventaire régional du patrimoine. Alors je continue d'aborder cette question de la destruction, peut-être des édifices qui ont été construits encore récemment, puisque vous, William Chevillon, vous avez été très impliqué dans la lutte pour la sauvegarde de la chapelle Sainte-Thérèse à Saint-Jean-de-Mont. On en avait déjà évoqué la question sur cette antenne-là. Une chapelle de l'époque... une chapelle des années 30, ouais. Qui est un peu caractéristique fait, en matière patrimoniale de ce qu'on va faire pour l'ensemble du patrimoine balnéaire. C'est-à-dire que patrimoine balnéaire, on est dans un effet de mode au point qu'on ne sait même pas quels architectes réalisent ces bâtiments-là. Et parce qu'il faut densifier, parce qu'il faut toujours aller dans le sens de la mode, on va détruire. Ça a été beaucoup le cas à Saint-Jean-de-Mont, évidemment, le cas au Sable d'Olonne aussi. Et au Sable d'Olonne, d'ailleurs, dans le domaine, on a des choses assez surréalistes, comme des bâtiments des années 30, avec des élévations des années 70 par-dessus. Je trouve ça tout à fait exceptionnel et significatif dans l'idée d'adapter le patrimoine, tout en le dénaturant un petit peu quand même. Quoi. Parce que c'est peut-être ça l'enjeu de l'avenir. Ouais. Comment adapter aux exigences du XXIe siècle ce patrimoine existant? Oui, tout à fait, mais justement, il y a des exemples. C'est vrai, quand vous parlez de destruction, c'est vrai qu'il y a souvent un bâtiment remplace un autre. Vous avez un très bon exemple au Sable d'Olonne, c'était le casino, qui a été construit d'abord avec une architecture métallique, de style Eiffel. Je crois que d'ailleurs, c'est un ingénieur d'Eiffel qui a dû construire au départ. Et puis ensuite, il y a eu le bâtiment des années 50, avec d'ailleurs des fresques là, d'Henri Simon, malheureusement, qui ont été détruites. Et puis ensuite, le centre de rencontre aujourd'hui. Donc, mais le patrimoine, il bouge aussi, voilà. Voilà, le patrimoine, il bouge. On va rester sur ce dernier mot de Christophe Vital pour clore cette émission consacrée au patrimoine du XXIe siècle, thème de ces 32e journées du patrimoine qui auront lieu à partir de ce week-end. Merci à vous, Christophe Vital. Merci. Merci. Je rappelle que donc vous êtes conservateur en chef des musées de Vendée, mais aussi merci à notre deuxième invité, William Chevillon. Merci. Médiateur culturel sur la Roche-sur-Yon. Et puis, chers amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Dans quelques instants, vous retrouverez le